La sirène de l'ambulance déchira le silence de la nuit, tandis que les ambulanciers couraient dans les couloirs de marbre du manoir. Le bébé dans les bras de sa mère était pâle, les lèvres violettes, le petit corps tremblant de convulsions incontrôlables. Les cris résonnaient contre les murs recouverts d'or, mais aucun argent au monde ne pouvait acheter ce dont cet enfant avait besoin à cet instant, du temps. Le médecin principal regarda l'horloge digitale de l'ambulance et sentit le poids de la sentence qu'il s'apprêtait à prononcer. 30 minutes. Peut-être moins. La leucémie myéloïde aiguë avait progressé comme un incendie incontrôlable dans le corps du bébé Dax en grave peine 1 an. Sans donneur de moelle osseuse compatible, il n'y avait plus rien à faire. Toutes les banques de donneurs du pays avaient été consultées. Tous les tests avec les proches avaient échoué. La famille avait dépensé des millions dans des recherches internationales, mais la biologie ne négocie pas avec les cartes de crédit. À l'intérieur du manoir, le chaos était silencieux. Le type de désespoir que les personnes fortunées apprennent à cacher derrière des portes closes. Le père du bébé, un homme habitué à résoudre n'importe quel problème par une signature ou un appel, se tenait au centre du salon, regardant le vide. Ses mains tremblaient. Pour la première fois de sa vie, il était totalement impuissant. Dans la cuisine, séparée de ce monde par une porte de service, une femme portant un tablier essuyait ses larmes du revers de la main. Elle travaillait dans cette maison depuis 9 ans. Elle connaissait chaque recoin, chaque objet précieux, chaque secret que les murs tentaient de garder. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Ce qui importait, c'était le bébé qu'elle avait bercé des centaines de fois, qui souriait lorsqu'elle chantonnait doucement en rangeant les jouets éparpillés dans la chambre. À côté d'elle, un garçon de 9 ans observait tout en silence. Ses yeux bruns suivaient chacun des mouvements de sa mère, chaque expression de douleur sur son visage. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'avait jamais beaucoup parlé. Les gens disaient souvent qu'il vivait dans son propre monde, qu'il ne comprenait pas les choses comme les autres enfants. Mais à cet instant, en écoutant les sanglots étouffés de sa mère, quelque chose en lui comprenait parfaitement ce qui se passait. Le bébé allait mourir. Il avait joué avec ce bébé. Il avait fait des grimaces pour le faire rire. Il s'était assis à côté du berceau et était resté silencieux, juste à observer, comme il aimait observer les choses. Et maintenant, ce bébé ne serait plus là. Le garçon tira sur la manche de sa mère. Elle baissa les yeux rouges et gonflés. Il ne dit rien, il se contenta de pointer sa propre poitrine, puis la porte menant au salon où la famille était réunie. La mère secoua la tête, confuse. Il répéta le geste, plus insistant. Il pointa vers lui-même, puis vers la porte, puis fit un mouvement comme pour offrir quelque chose. Il fallut quelques secondes avant qu'elle ne comprenne ce que son fils essayait de communiquer. Lorsqu'elle comprit, son cœur faillit s'arrêter. Il voulait se proposer pour le test de compatibilité. Un garçon de 9 ans, sans aucun lien de sang avec cette famille, voulait donner sa moelle osseuse pour sauver un bébé que la médecine avait déjà considéré comme perdu. Elle commença à dire non, que c'était impossible, que les chances étaient infimes, comme trouver une aiguille dans un océan. Mais le garçon ne détournait pas le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle voyait rarement. De la détermination. Un but. Comme si, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, il savait qu'il devait le faire. Dans les minutes qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La mère, les mains encore tremblantes, franchit la porte de service et entra dans le monde auquel elle n'avait jamais appartenu. La famille la regarda avec un mélange de surprise et d'irritation. Ce n'était pas le moment pour des questions domestiques. Mais lorsqu'elle expliqua, la voix tremblante, que son fils voulait passer le test, le silence dans la pièce changea de nature. Le père du bébé la regarda comme s'il n'avait pas bien entendu. Le médecin, qui avait été rappelé à l'intérieur, expliqua avec une douceur professionnelle que la probabilité de compatibilité entre deux personnes sans lien de parenté était d'1 sur 100 000. Peut-être moins. Faire le test ne ferait que prolonger un espoir qui ne devrait pas exister. Mais il n'y avait plus rien à perdre. Et il y avait quelque chose dans la sincérité de cette femme, dans l'urgence silencieuse de ce garçon qui venait d'entrer dans la pièce et se tenait à côté de sa mère, qui fit que le médecin prit son téléphone et fit un appel. Le laboratoire pouvait effectuer un test rapide. Résultat en 90 minutes. Le bébé n'avait peut-être pas 90 minutes, mais c'était le mieux qu'il pouvait offrir. Ils se rendirent à l'hôpital dans la même ambulance qui avait ramené le bébé à la maison quelques heures auparavant. Le garçon resta silencieux tandis que l'aiguille perforait sa peau pour prélever le sang nécessaire. Il ne pleura pas. Il ne se plaignit pas. Il regardait simplement par la fenêtre, observant les lumières de la ville passer comme des étoiles en mouvement. La mère tenait sa main tout au long du trajet. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait cela. Elle ne savait pas si c'était juste d'exposer son fils à cette situation, à cette douleur inutile quand le résultat serait, presque certainement, négatif. Mais quelque chose de plus grand que la logique l'avait poussée à cette décision.
quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. À l'hôpital, le temps devint quelque chose de tangible. Chaque minute pesait des tonnes. La famille du bébé se trouvait dans une salle privée, entourée de médecins et d'infirmiers qui faisaient tout pour maintenir l'enfant stable. Le garçon et sa mère furent laissés dans une salle d'attente ordinaire, avec des chaises en plastique et une forte odeur de désinfectant. 70 minutes passèrent. 80. Le garçon commença à se balancer d'avant en arrière, un mouvement répétitif que sa mère connaissait bien. C'était ce qu'il faisait lorsqu'il était anxieux ou dépassé. Elle posa sa main sur son dos, faisant de petits cercles, comme elle le faisait depuis qu'il était bébé. À 85 minutes, une infirmière entra dans la salle d'attente. Elle regarda autour d'elle, confuse, jusqu'à ce que ses yeux rencontrent la femme en tablier et le garçon se balançant sur la chaise. Elle s'approcha lentement, comme si elle ne croyait pas ce qu'elle allait annoncer. Le test était positif. Compatibilité parfaite. 1 sur 1 million. Un miracle statistique que les médecins ne pouvaient expliquer. Le garçon était la seule chance de sauver le bébé. La salle d'attente commença à tourner. La mère sentit ses jambes fléchir. L'infirmière lui saisit le bras et l'aida à s'asseoir de nouveau. Elle expliqua que la procédure devait être effectuée immédiatement. Il n'y avait pas de temps pour se préparer, pour réfléchir, pour toutes les conversations qui auraient normalement lieu avant un don de moelle osseuse. Le bébé avait des minutes, pas des heures. Ils avaient besoin de son autorisation. La femme regarda son fils. Il avait arrêté de se balancer et la regardait directement. Pour la première fois depuis longtemps, il prit sa main et la serra. Pas avec force, mais avec intention. Comme pour dire que tout allait bien, qu'il comprenait, qu'il voulait le faire. Elle signa les papiers, les larmes coulant sur son visage. 30 minutes plus tard, le garçon se trouvait dans une salle d'opération, couché sur le ventre tandis que les médecins préparaient la procédure pour prélever la moelle osseuse de ses hanches. L'anesthésie commençait à faire effet, mais avant de s'endormir complètement, il tourna légèrement la tête et regarda sa mère à travers la vitre de la salle d'opération. Il ne sourit pas. Il souriait rarement. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La paix. Et alors il ferma les yeux, et les médecins commencèrent à extraire la substance qui, contre toute attente, pourrait sauver la vie d'un bébé que le monde avait déjà considéré comme perdu. Si vous suivez cette histoire jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour savoir ce qui se passe ensuite. L'aiguille perça l'os de la hanche avec un bruit que la mère n'oublierait jamais. Même à travers la vitre de la salle d'opération, même en sachant que son fils était anesthésié et ne ressentait rien, chaque mouvement des médecins semblait traverser son propre corps. Elle pressa sa main contre le verre, les jambes tremblantes, tandis qu'elle regardait les professionnels prélever la moelle osseuse qui portait le seul espoir de sauver le bébé. La procédure dura 40 minutes. 40 minutes qui semblèrent 40 heures. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, le garçon fut emmené en salle de réveil, encore endormi, le petit corps recouvert de drap blanc. 2 gros pansements marquaient les points où les aiguilles avaient pénétré ses os. L'infirmière dit qu'il se réveillerait bientôt, qu'il ressentirait de la douleur, mais qu'il avait été courageux. Plus courageux que beaucoup d'adultes qu'elle avait vus passer par cette procédure. La moelle prélevée fut immédiatement transportée dans une autre aile de l'hôpital, où le bébé était connecté à des machines qui le maintenaient en vie par de fins fils. La mère du bébé était assise à côté du berceau hospitalier, les yeux fixés sur le visage de son fils, les mains accrochées aux barreaux de métal, comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui s'était effondré. Lorsque les médecins entrèrent avec le sac contenant la moelle, elle ne posa aucune question. Elle hocha simplement la tête, les larmes séchées sur le visage, la voix depuis longtemps perdue. Le père était de l'autre côté du berceau, également en silence. Pour la première fois en des années de mariage, ils se regardèrent et comprirent quelque chose sans avoir besoin de mots. Tout ce qu'ils avaient construit, chaque réussite, chaque propriété, chaque investissement, chaque victoire qu'ils avaient célébrée, ne signifiait absolument rien à cet instant. La transplantation commença. Le liquide rougeâtre descendit lentement par le cathéter qui pénétrait dans le petit corps du bébé. Les médecins surveillaient chaque réaction, chaque battement de cœur, chaque mouvement sur le moniteur. Le processus était simple en théorie. La moelle osseuse donnée entrerait dans la circulation sanguine et voyagerait jusqu'aux os, où elle commencerait à produire de nouvelles cellules saines. Mais la réalité était bien plus complexe. Le corps du bébé pouvait rejeter cette substance étrangère. Le système immunitaire, déjà fragilisé par la maladie, pouvait attaquer les nouvelles cellules comme si elles étaient des intruses. Pendant les 6 premières heures, tout semblait stable. Le bébé restait sédaté, les signes vitaux oscillaient mais demeuraient dans des limites acceptables. Les médecins étaient prudemment optimistes. Prudentement. Mais ensuite, à la 7e heure, quelque chose changea. Le moniteur se mit à émettre des bips. La tension artérielle du bébé chuta.
La température corporelle monta rapidement. La peau, déjà pâle, commença à se tacher. Les médecins entrèrent immédiatement en action, administrant des médicaments, ajustant les doses, criant des instructions que la famille ne comprenait pas. Rejet. Le corps rejetait la moelle. Ce qui devait être le salut se transformait en une nouvelle attaque que l'organisme fragile ne pourrait pas supporter. Les médecins travaillèrent frénétiquement, essayant de supprimer la réponse immunitaire sans détruire les nouvelles cellules, la seule chance de guérison. C'était un équilibre impossible, une danse au bord d'une lame. 3 étages plus bas, le garçon se réveilla en salle de réveil. La douleur arriva avant la conscience complète. Une douleur profonde, pulsante, venant de l'intérieur des os. Il tenta de bouger et gémit faiblement. La mère, qui n'avait quitté son côté ni une seconde, lui prit immédiatement la main. « Tout va bien », chuchota-t-elle. « Tu as été très courageux. Très courageux. » Le garçon cligna lentement des yeux, essayant de fixer son regard. La salle était très claire. Très bruyante. Beaucoup de gens passaient, beaucoup de sons de machines, beaucoup de voix se chevauchaient. Il commença à ressentir cette sensation familière de surcharge, quand le monde devenait trop et qu'il devait se refermer sur lui-même. La mère s'en rendit compte. Elle le remarquait toujours. Elle demanda à ce que l'on baisse les lumières. Elle demanda à ce que la porte soit fermée. Elle commença à fredonner doucement la même chanson qu'elle chantait depuis qu'il était bébé, une mélodie simple qui était plus respiration que musique. Lentement, le garçon commença à se détendre. La douleur était toujours là, mais la surcharge diminua. Il regarda sa mère et elle vit la question dans ses yeux, même sans mots. Le bébé. Il voulait savoir pour le bébé. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait reçu aucune nouvelle. Personne n'était venu lui parler. Dans la hiérarchie de cet hôpital, elle et son fils étaient dans un lieu très différent de la famille qui occupait l'étage VIP. Mais avant qu'elle puisse inventer une réponse réconfortante, la porte s'ouvrit. C'était une des infirmières. Elle entra lentement, le visage montrant une inquiétude qu'elle essayait de dissimuler professionnellement. Elle expliqua qu'il y avait des complications, que le bébé était en état critique, que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais la situation était délicate. Très délicate. La mère sentit le monde s'assombrir sur les bords. Tout cela, tout ce sacrifice, la douleur de son fils. Et peut-être que ce n'était toujours pas suffisant. Le garçon, cependant, eut une réaction différente. Il s'assit sur le lit, ignorant la douleur causée par le mouvement. Il pointa vers le haut, là où il savait que se trouvaient les autres étages. Il fit des gestes avec ses mains, essayant de communiquer quelque chose d'urgent. La mère et l'infirmière tentèrent de comprendre. Il répéta les gestes, plus insistants, commençant à s'agiter. Finalement, il prit la main de sa mère et la posa sur son propre cœur. Puis pointa à nouveau vers le haut. Il fit un geste de câlin. Répéta le mouvement du cœur. La mère comprit. Il voulait voir le bébé. L'infirmière expliqua que ce n'était pas possible. Le bébé était en isolement total. Personne ne pouvait entrer, à part l'équipe médicale. Même les parents n'étaient pas autorisés dans l'usin néonatal à ce moment-là. C'était le protocole de sécurité. Risque d'infection. Impossible. Mais le garçon n'accepta pas. Il tenta de se lever du lit. La mère le retint, tenta de le calmer, mais il était déterminé d'une manière qu'elle voyait rarement. Ce n'était pas une caprice. Ce n'était pas de l'obstination enfantine. C'était quelque chose de plus profond. Une certitude inexplicable qu'il devait être près du bébé. L'infirmière sortit chercher de l'aide. La mère tenta de convaincre son fils de se recoucher, mais il résistait, pointant toujours vers le haut, les yeux pleins d'urgence. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un des médecins ayant participé à la transplantation entra dans la salle. Il avait entendu parler de l'agitation du garçon. Il avait vu des choses étranges en médecine, des coïncidences que la science n'expliquait pas complètement, des connexions entre donneurs et receveurs allant au-delà du biologique. Il s'agenouilla devant le garçon et le regarda dans les yeux. « Tu veux voir le bébé ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Le garçon hocha la tête. Le médecin réfléchit longuement, puis se leva et passa un appel. Il parla doucement, utilisa des termes techniques, argumenta avec quelqu'un à l'autre bout de la ligne. Lorsqu'il raccrocha, il regarda la mère avec une expression mélangeant doute et quelque chose ressemblant à de l'espoir. « Nous allons l'emmener devant l'usin. Il ne pourra pas entrer. Mais il pourra voir à travers la vitre. 2 minutes. C'est tout ce que je peux offrir. » 15 minutes plus tard, un fauteuil roulant traversait les couloirs de l'hôpital. Le garçon était assis, toujours avec les bandages sur les hanches, une couverture couvrant ses jambes. La mère poussait le fauteuil,
suivant le médecin à travers des couloirs qu'elle n'avait jamais vus. Ascenseur privé. Elle silencieuse. Le monde où les personnes fortunées souffraient loin des yeux communs. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'usin néonatal, le médecin les fit s'arrêter devant une grande fenêtre. À travers le triple vitrage, on pouvait voir le berceau où le bébé était connecté à un réseau de tubes et de fils. La famille était de l'autre côté, regardant également à travers un autre verre. Tous maintenus à distance par des parois transparentes. Le garçon regarda le bébé. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, lentement, il leva la main et la posa contre la vitre. Sa bouche commença à bouger. Aucun son ne sortait, ou s'il sortait, il était trop faible pour être entendu. Mais il parlait. Il disait quelque chose à ce bébé qui pouvait à peine respirer seul. Dans l'usin, quelque chose changea. Les moniteurs commencèrent à réagir. L'infirmière à côté du berceau regarda, confuse. Le médecin qui surveillait les signes vitaux fronça les sourcils. Le rythme cardiaque du bébé s'était stabilisé. La température commença à baisser. Lentement, très lentement, le corps semblait cesser de lutter contre lui-même. Personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Mais tous dans la salle pouvaient voir. La crise était passée. Le bébé s'était stabilisé. Et tout avait commencé au moment exact où ce garçon silencieux avait posé la main sur le verre et chuchoté des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Les jours suivants se transformèrent en une routine étrange et délicate. Le bébé restait en usin, entouré de machines et sous surveillance constante, mais les signes de rejet avaient diminué de manière drastique après ce moment inexplicable devant la vitre. Les médecins ne savaient pas comment classifier cela dans les rapports. Il n'y avait aucune explication scientifique pour cette stabilisation soudaine. Mais les chiffres ne mentaient pas. Le corps commençait à accepter la moelle osseuse donnée. Le garçon avait été autorisé à sortir 2 jours après la procédure, mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Chaque fois que l'équipe médicale essayait de l'éloigner de l'hôpital, les moniteurs du bébé montraient à nouveau de l'instabilité. De petites variations, rien de critique, mais suffisamment pour inquiéter. Et chaque fois que le garçon revenait, même pour quelques minutes seulement devant cette fenêtre, tout se calmait à nouveau. Le 3e jour, un des médecins suggéra quelque chose qui allait à l'encontre de tous les protocoles. Permettre au garçon de rendre visite régulièrement au bébé. Pas entrer dans l'usin. Cela restait impossible pour des raisons de stérilisation et de sécurité, mais rester devant la vitre. 15 minutes le matin. 15 minutes l'après-midi. La direction de l'hôpital résista. La famille du bébé payait une fortune pour ce traitement. Et maintenant il voulait modifier les procédures à cause d'une théorie sans base scientifique impliquant le fils d'une employée? C'était absurde. Mais les chiffres continuaient de parler plus fort que l'orgueil institutionnel. Quand le garçon était présent, le bébé allait mieux. Quand il n'était pas là, les signes vitaux oscillaient. Ils conclurent alors un accord silencieux que personne ne documenterait officiellement. Le garçon pouvait visiter. Mais à des horaires spécifiques, quand il y avait moins de mouvement, quand moins de personnes verraient cette violation de protocole qui pourrait ternir la réputation de l'institution. La mère du garçon continuait à travailler dans le manoir pendant la journée, mais avait maintenant une nouvelle routine. Tôt le matin, avant le lever du soleil, elle et son fils prenaient 2 bus jusqu'à l'hôpital. Ils passaient ces 15 minutes devant la vitre, toujours en silence, toujours la main pressée contre la surface transparente, les lèvres bougeant des mots que lui seul et peut-être le bébé pouvaient comprendre. Ensuite, il rentrait à la maison, elle allait travailler, et l'après-midi, il répétait le trajet. À l'intérieur du manoir, un changement subtil mais profond commença à se produire. La famille du bébé, qui auparavant remarquait à peine la présence de l'employé en dehors de donner des ordres et de se plaindre de détails, commença à la voir différemment. Le père, surtout, ne pouvait plus la regarder sans se rappeler que le fils de cette femme avait sauvé son propre enfant. Que ce garçon qu'il n'avait jamais vraiment vu avait fait quelque chose que tout son argent n'avait pu acheter. Il essaya d'offrir de l'argent. Bien sûr qu'il essaya. C'était le langage qu'il connaissait. Il appela l'employé dans le bureau et posa un chèque devant elle. Une somme absurde. 10 fois ce qu'elle gagnerait en une vie entière de travail. Elle regarda le chèque comme s'il s'agissait d'un objet étrange qu'elle ne pouvait identifier. Puis leva les yeux et dit quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu d'entendre. « Mon fils n'a pas fait ça pour de l'argent. Il l'a fait parce qu'il a quelque chose que, peut-être, vous avez oublié qu'il existait. »« Quoi » demanda-t-il, presque offensé. « La compassion, » répondit-elle. Puis elle sortit du bureau, laissant le chèque sur la table. Ce mot résonna dans la tête de l'homme pendant les jours suivants. Compassion. Quand avait-il fait quelque chose de vraiment compatissant pour la dernière fois? Quand avait-il regardé un autre être humain et senti sa douleur comme si c'était la sienne? Toute sa vie avait été construite sur des transactions, sur le gain,
sur le fait d'être au-dessus. Mais son fils était en vie grâce à un acte qui ne pouvait pas entrer dans un tableau de coûts et bénéfices. À Luzin, le bébé commença à montrer de vrais signes d'amélioration. La moelle donnée avait commencé à produire des cellules saines. Le système immunitaire, au lieu d'attaquer, apprenait à reconnaître ces cellules comme les siennes. C'était un processus lent, délicat, mais il se produisait. Chaque analyse de sang montrait des chiffres meilleurs que la précédente. Les médecins commencèrent à parler de transférer le bébé de Luzin dans une chambre normale dans quelques semaines. Peut-être un mois. Ensuite, si tout continuait bien, sortie de l'hôpital. Un suivi rigoureux serait nécessaire pendant des années, mais il y avait un véritable espoir. Un espoir qui n'existait pas 2 semaines auparavant. Le garçon continuait ses visites. Il n'en manquait jamais une. Ni quand il était fatigué, ni quand la douleur dans ses hanches revenait par vagues qui le faisait marcher de travers. Il y allait, posait la main sur la vitre, prononçait ces mots silencieux, et restait là jusqu'à ce que quelqu'un dise que le temps était écoulé. Un après-midi, quelque chose de différent se produisit. La mère du bébé était de l'autre côté de la vitre, comme toujours, observant son fils. Mais cette fois, elle n'était pas seule dans sa souffrance silencieuse. Elle regarda à travers Luzin et vit le garçon de l'autre côté. Leurs yeux se rencontrèrent à travers 2 couches de verre et un berceau contenant la vie la plus précieuse qu'elle connaissait. Elle fit le tour de Luzin, sortant par une porte et entrant par une autre, jusqu'à arriver dans le couloir où le garçon était avec sa mère. Pendant un moment, les 2 femmes se regardèrent simplement. 2 mères. 2 mondes complètement différents. Une vie entière d'inégalité entre elles. Et alors la femme riche fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle s'agenouilla. La même, dans le couloir de l'hôpital, avec sa robe de marque et ses bijoux discrets mais très coûteux. Elle s'agenouilla devant le garçon et prit ses mains. « Merci », dit-elle, et sa voix se brisa pour la première fois depuis des semaines. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » Le garçon ne répondit pas. Il répondait rarement. Mais il ne retira pas ses mains. Il la laissa les tenir tandis que des larmes tombaient sur le sol en linoléum de l'hôpital. L'employé ne savait pas quoi faire. Toute sa vie avait été définie par une ligne invisible, mais absolument réelle entre elle et les personnes pour qui elle travaillait. Et maintenant cette ligne était effacée ici, dans ce couloir, d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Lorsque la femme se leva enfin, elle regarda l'employé et vit, peut-être pour la première fois en 9 ans, une personne complète. Pas une fonction. Pas un rouage qui faisait fonctionner la maison. Une femme. Une mère. Quelqu'un qui aimait son fils avec la même férocité qu'elle aimait le sien. Dans les jours suivants, la famille commença à inclure le garçon et sa mère dans les conversations sur le progrès du bébé. De petites choses. Des questions sur la récupération du garçon. Des offres d'aide sincères qui ne venaient pas emballées dans des chèques. Le père commença à saluer l'employé par son prénom lorsqu'il la voyait. L'épouse commença à demander des nouvelles du garçon, de ses besoins, de ses particularités. Ils apprenaient. Lentement, maladroitement, comme quelqu'un qui apprend une nouvelle langue après des années à n'en parler qu'une seule. Ils apprenaient à voir au-delà de l'argent, au-delà des positions sociales, au-delà de tout ce qu'ils avaient utilisé comme blindage contre le reste du monde. Le bébé continuait de s'améliorer. 3 semaines après la transplantation, il fut transféré de Luzin dans une chambre. Il avait encore besoin de surveillance, mais le pire était passé. Il reprenait du poids. La couleur revenait à sa peau. Ses yeux, auparavant vitreux à cause de la sédation constante, commençaient à suivre les mouvements, à reconnaître les visages. Et toujours, lorsque le garçon venait lui rendre visite, le bébé semblait plus calme. Comme s'il reconnaissait quelque chose dans cette présence. Comme s'il savait, d'une manière qui transcendait la compréhension médicale, que c'était le garçon qui avait donné une partie de lui-même pour qu'il puisse continuer à vivre. Les médecins prévoyaient la sortie dans 2 semaines. Ce serait une sortie conditionnelle, avec des retours fréquents, avec des soins extrêmes. Mais ce serait un retour à la maison. Un retour à la vie. Et tout cela parce qu'un garçon de 9 ans, que le monde avait l'habitude d'ignorer ou de sous-estimer, avait en lui quelque chose de plus fort que toute maladie, plus précieux que toute fortune. Il avait en lui la capacité de voir un autre être humain souffrir et de décider, sans hésitation, sans calcul, que cela ne pouvait pas continuer. Même si cela coûtait sa propre douleur. Même si personne n'attendait quoi que ce soit de lui. Et cet acte simple, ce geste de pure compassion, avait fissuré les fondations d'une famille entière, les forçant à reconstruire tout ce qu'ils pensaient savoir sur la valeur, sur l'importance, sur ce qui comptait vraiment lorsque tous les masques tombaient et qu'il ne restait que la vérité nue. Nous sommes tous également fragiles, également humains, également dépendants de la bonté des autres pour survivre. La sortie de l'hôpital était prévue pour un jeudi. Tout semblait se diriger vers une fin heureuse,
de celles que les gens aiment raconter et raconter encore. Le bébé s'était rétabli au-delà des attentes. Les examens montraient que la moelle osseuse donnée fonctionnait parfaitement. La leucémie était en rémission. C'était un miracle médical, disaient les journaux locaux qui avaient repris l'histoire. Le bébé du milliardaire sauvé par le fils de la domestique. Mais le mardi, 2 jours avant la sortie, quelque chose se produisit que personne n'attendait. Le père du bébé appela à nouveau la domestique dans son bureau. Elle entra le cœur serré, se souvenant de la dernière fois, du chèque refusé, de la tension dans cette pièce. Mais cette fois, c'était différent. D'autres personnes étaient présentes. Un avocat, une assistante sociale, des documents éparpillés sur la table en acajou. L'homme était debout, regardant par la fenêtre les jardins qu'elle entretenait elle-même chaque matin. Lorsqu'il se tourna vers elle, il y avait quelque chose sur son visage qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la colère, ni de la gratitude. C'était quelque chose de plus complexe. Il commença à parler. Il dit qu'il avait beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Qu'il avait été contraint de confronter des vérités sur lui-même qu'il avait évitées toute sa vie. Que son fils avait donné au sien non seulement de la moelle osseuse, mais une seconde chance d'exister. Et qu'il, en tant que père, en tant qu'être humain, devait faire quelque chose en retour. Elle attendit, les mains moites, ne comprenant pas où cela allait mener. Il poussa les documents sur la table dans sa direction. Il expliqua qu'il avait créé un fonds fiduciaire au nom du garçon. Éducation complète, y compris l'université. Traitement spécialisé pour ses besoins. Tout ce dont il pourrait avoir besoin pour mener une vie épanouie. En plus, une maison. Une vraie maison, pas un appartement loué dans un quartier dangereux. Un lieu avec jardin, sécurité, espace pour que le garçon grandisse. La femme regarda les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue extraterrestre. Cela ne pouvait pas être réel. Des choses comme ça n'arrivaient pas aux gens comme elle. Mais alors l'homme dit quelque chose qui changea complètement le sens de ce moment. Il dit qu'il ne faisait pas cela comme un paiement. Ce n'était pas une transaction. C'était la reconnaissance que son fils et le fils de la domestique étaient désormais liés d'une manière qui dépassait le biologique. Que ses enfants auraient une connexion pour le reste de leur vie. Et qu'il voulait qu'ils grandissent non pas en employés et patrons, non pas en riches et pauvres, mais comme quelque chose qu'il avait à peine les mots pour prononcer tant le concept lui semblait étrange venant de sa bouche. Comme des frères. La pièce resta silencieuse. La domestique sentit ses jambes fléchir. L'avocat toussa gêné. L'assistante sociale baissa les yeux, vérifiant ses notes. Et alors la femme fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Elle repoussa les documents. « Non, dit-elle. » L'homme cligna des yeux, confus. « Non quoi ? Je n'accepterai pas cela. Pas comme ça. » Il commença à protester, à expliquer que ce n'était pas de la charité, que c'était de la justice, que c'était le minimum qu'il pouvait faire. Mais elle leva la main, l'interrompant avec une autorité qu'elle ne savait pas posséder. « Vous voulez vraiment faire quelque chose pour mon fils ? Vous voulez vraiment honorer ce qu'il a fait ? » « Oui, » répondit l'homme, sincèrement déconcerté. « Alors arrêtez de vouloir mettre tout dans des boîtes bien organisées. Arrêtez d'essayer de résoudre avec de l'argent ce que l'argent ne peut résoudre. Mon fils n'a pas besoin d'un fonds fiduciaire. Il a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être respecté en tant qu'être humain, pas comme un projet de charité pour que vous vous sentiez mieux avec vous-même. » Le silence qui suivit fut dense, lourd. L'avocat semblait sur le point d'avoir une crise. L'assistante sociale était bouche bée. Et l'homme, le milliardaire puissant habitué à avoir toutes les réponses, était complètement sans voix. La femme continua, et maintenant ses yeux étaient embués de larmes, mais sa voix restait ferme. Elle dit qu'elle accepterait de l'aide pour l'éducation de son fils. Oui, parce que tout parent veut le meilleur pour son enfant. Elle accepterait une meilleure maison, parce que toute mère veut que son fils grandisse en sécurité. Mais elle n'accepterait pas que cela soit traité comme une transaction commerciale. Elle n'accepterait pas que la bonté du garçon soit transformée en une ligne dans un bilan comptable. Si vous voulez vraiment qu'il soit frère, alors commencez à agir comme si mon fils était aussi le vôtre. Pas parce qu'il a sauvé votre bébé, mais parce que c'est un enfant qui mérite d'être aimé et respecté simplement pour exister. L'homme s'assit lentement sur sa chaise. Pour la 2e fois en un mois, il était forcé de faire face à quelque chose qu'il avait évité de voir. La première fois fut lorsqu'il réalisa que l'argent n'achetait pas la vie. Maintenant, il comprenait que l'argent n'achetait pas non plus la rédemption. Il regarda cette femme qui avait servi sa famille pendant 9 ans et vit, vraiment vit, qui elle était. Pas une domestique. Pas un personnage de second plan dans sa vie privilégiée. Une personne avec dignité, sagesse et clarté morale qu'il avait perdue depuis si longtemps qu'il ne se souvenait même plus de ce que cela faisait d'en avoir. « Vous avez raison, dit-il enfin, et sa voix était différente.
plus douce, plus humaine. Vous avez complètement raison. Les documents furent réécrits. Pas comme un cadeau unilatéral d'un riche à un pauvre, mais comme un engagement mutuel entre deux familles forcées par les circonstances à reconnaître leur humanité partagée. Le fonds pour l'éducation resta, mais incluait désormais des dispositions pour que le garçon ait voix au chapitre sur sa propre vie. La maison fut offerte, mais comme un foyer, pas comme une propriété. Et le plus important, il fut établi que les deux enfants grandiraient en contact régulier, non par obligation ou par gratitude, mais parce que cela avait du sens pour leur vie entrelacée. Le jeudi, le bébé fut autorisé à sortir. Il y avait des photographes à l'extérieur de l'hôpital, voulant capturer ce moment de miracle médical. Mais la famille demanda la confidentialité. Ils ne voulaient pas transformer cela en spectacle. Ils sortirent par l'entrée latérale, où une camionnette les attendait. Et là, à cette entrée discrète, loin des caméras et des projecteurs, se tenaient le garçon et sa mère. Le père du bébé s'arrêta. Il regarda le garçon qui avait sauvé son fils. Le garçon qui avait exposé toutes ses failles morales simplement, en étant sincèrement bon dans un monde ayant oublié le sens de ce mot. Il s'agenouilla, se mettant à la hauteur du garçon. Il prit ses mains, les mêmes mains que sa femme avait tenues quelques semaines plus tôt dans ce couloir. « Merci », dit-il. Et ajouta ensuite quelque chose qui lui coûta chaque gramme de fierté qui lui restait. « Merci de m'avoir appris à redevenir humain. » Le garçon ne répondit pas par des mots. Il répondait rarement par des mots. Mais il fit quelque chose qu'il faisait rarement. Il sourit. Un petit sourire, rapide, mais sincère. Et à ce moment-là, à cette entrée latérale de l'hôpital, loin des yeux du monde, deux familles séparées par des abîmes de classe et de privilèges trouvèrent quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter et que la pauvreté ne pourrait jamais ôter. Elles trouvèrent l'humanité. La camionnette partit en emmenant le bébé à la maison. Mais ce n'était plus la même maison qu'il avait quittée quelques semaines auparavant. Pas physiquement, peut-être. Les meubles étaient les mêmes, les tableaux au mur, les jardins méticuleusement entretenus. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans les fondations de ce lieu. La compassion était entrée là où il n'y avait auparavant que du confort. L'humilité était entrée là où il n'y avait auparavant que de l'orgueil. La conscience inconfortable mais nécessaire qu'aucun être humain n'est une île, que nous dépendons tous les uns des autres, que le fils de la domestique et le fils du patron respirent le même air et saignent de la même couleur. Et que lorsqu'un sauve l'autre, il n'y a plus de patron ni d'employé. Il n'y a que deux vies entrelacées par le fil le plus ancien et le plus sacré qui existe. Le fil de la compassion humaine qui nous relie tous, même lorsque nous essayons d'oublier qu'il existe. 6 mois plus tard, le manoir avait changé d'une manière que personne de l'extérieur ne pourrait remarquer. Les meubles étaient les mêmes. Les tableaux au mur, les rideaux de soie, les lustres en cristal, tout restait identique. Mais celui qui prêtait vraiment attention remarquerait de petits détails nouveaux. Un jouet oublié dans un coin du salon. Des livres pour enfants empilés à côté du canapé en cuir. Un dessin collé sur le réfrigérateur en acier inoxydable avec un aimant coloré. Le bébé venait de fêter 1 an et demi. Son premier anniversaire avait été célébré à l'hôpital, entouré de médecins et de machines. Mais celui-ci, le 2e anniversaire depuis la greffe, était différent. Il se déroulait à la maison, dans le jardin, avec des ballons et un gâteau. Et parmi les invités, en plus des membres riches de la famille et des amis de la haute société, se trouvait un garçon de 10 ans qui ne parlait pas beaucoup, mais qui tenait la main du bébé avec une tendresse qui faisait que les adultes autour s'arrêtaient pour observer. Le garçon avait aussi changé. Pas extérieurement, peut-être. Il était toujours silencieux, vivait toujours dans son monde particulier de routine et de motifs. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une confiance subtile. La certitude d'avoir accompli quelque chose d'important, quelque chose qui avait un véritable poids dans l'univers. Il étudiait maintenant dans une école privée, qui avait des programmes spécialisés pour des enfants comme lui. Non pas parce que quelqu'un avait décidé à sa place, mais parce que lui et sa mère avaient visité plusieurs écoles et choisi ensemble. Il avait encore des difficultés, encore des jours où le monde était trop bruyant, trop lumineux, trop intense. Mais maintenant, il avait du soutien. Il avait des thérapeutes qui le comprenaient. Il avait des professeurs formés. Il avait des ressources que sa mère n'aurait jamais pu lui offrir seule, peu importe combien elle travaillait. La mère n'était plus employée. Pas exactement. Elle s'occupait toujours de la maison, mais maintenant en tant que gestionnaire domestique, avec un salaire digne, des droits de travail et du respect. Plus important encore, elle avait recommencé à étudier. Elle suivait une formation professionnelle en comptabilité, qu'elle avait abandonnée des années auparavant lorsqu'elle était tombée enceinte et avait dû travailler pour survivre. La famille payait la formation, oui, mais pas comme une faveur. Comme reconnaissance qu'elle méritait d'avoir une vie au-delà de servir les autres.
Elle et son fils vivaient maintenant dans une maison petite mais confortable, à 15 minutes du manoir. Un endroit avec jardin, comme promis. Un endroit où le garçon pouvait avoir sa propre chambre, décorée à son goût, avec des couleurs douces et une organisation précise. Un endroit qui était vraiment à eux. Les visites entre les deux enfants étaient devenues une routine. Non forcée, non programmée comme des obligations, mais naturelle. Le bébé, qui grandissait rapidement et en bonne santé, semblait s'illuminer lorsqu'il voyait le garçon plus âgé. Il tendait les bras. Il balbutiait des sons qui n'étaient pas encore des mots, mais qui portaient une intention claire. Il voulait être près de celui qui avait sauvé sa vie, même sans comprendre consciemment ce que cela signifiait. Et le garçon, qui montrait rarement de l'affection physique, laissait le bébé grimper sur ses genoux, tirer ses cheveux, baver sur sa chemise. Avec n'importe quel autre enfant, cela aurait été trop. Trop de contact, trop imprévisible, trop chaotique. Mais avec ce bébé particulier, il avait une patience infinie. Les médecins continuaient de surveiller les deux enfants. Le bébé aurait besoin d'un suivi tout au long de sa vie, toujours attentif à tout signe de rechute, toujours prudent avec l'exposition aux maladies. Mais les examens restaient positifs. La moelle osseuse donnée s'était complètement intégrée. Les cellules saines avaient remplacé les cellules malades. C'était comme si le corps du bébé avait été réinitialisé, reconstruit à partir de zéro avec des pièces données par ce garçon silencieux. Le garçon était lui aussi surveillé. Les médecins voulaient s'assurer que le don n'avait pas causé de dommages à long terme. Mais il allait bien. Mieux que bien. Il s'épanouissait d'une manière que sa mère n'avait jamais imaginé possible. La famille riche avait aussi changé. Le père avait commencé à s'impliquer dans de véritables actions philanthropiques, non seulement en signant des chèques pour des causes lointaines, mais en donnant de son temps, en rencontrant des gens, en comprenant leurs besoins. Il avait créé une fondation centrée sur les enfants ayant des besoins particuliers, garantissant leur accès à l'éducation et à des soins de qualité, indépendamment de la situation financière de leur famille. La mère du bébé était devenue proche de la mère du garçon. Pas comme patronne et employée, mais comme deux femmes qui avaient traversé ensemble la vallée la plus sombre qu'une mère puisse traverser, la peur de perdre un enfant. Elles prenaient le café ensemble. Elles parlaient des enfants. Elles partageaient préoccupations et joie. Cela s'était produit lentement, avec un inconfort initial des deux côtés, mais c'était arrivé. Une amitié improbable, mais réelle. Cet après-midi-là, lors de l'anniversaire, tandis que le bébé détruisait joyeusement son morceau de gâteau, étalant le glaçage sur son visage et ses mains, le père s'approcha du garçon plus âgé. Il était assis un peu à l'écart de la foule, observant tout avec cette attention caractéristique, absorbant chaque détail sans participer directement au chaos festif. L'homme s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Il avait appris que le garçon avait besoin d'espace, que le contact inattendu le mettait mal à l'aise. « Tu sais ce que cela signifie aujourd'hui » dit-il doucement. Ce n'était pas une question. C'était une ouverture pour discuter. Le garçon ne répondit pas, mais inclina légèrement la tête, indiquant qu'il écoutait. « Cela signifie que mon fils est vivant depuis 1 an et demi. Quelque chose que les médecins disaient impossible. Quelque chose qui n'existerait pas sans toi. » Silence. « Je veux que tu saches, » continua l'homme, la voix chargée d'émotions qu'il ne tentait pas de cacher, « que tu n'as pas seulement sauvé mon fils. Tu m'as aussi sauvé. Tu as sauvé ma famille. Tu nous as sauvés de nous-mêmes. » Le garçon se tourna alors et regarda l'homme droit dans les yeux. Un regard long, intense, du genre qu'il adressait rarement aux autres. Et puis, lentement, il tendit la main. L'homme la prit, sentant les larmes brûler ses yeux. Ce geste simple signifiait acceptation. Il signifiait pardon pour toutes les années d'invisibilité, pour toutes les fois où ce garçon avait été ignoré, sous-estimé, traité comme inférieur. Il signifiait que, peut-être, il était possible de recommencer, d'apprendre, de changer, même lorsque l'on pensait qu'il était trop tard. Alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin, jetant des tons dorés sur la fête, quelque chose devint clair pour tous les présents. Ce n'était pas seulement la célébration d'un anniversaire. C'était la célébration de quelque chose de plus grand. De la capacité humaine à transcender les barrières que nous construisons. De la possibilité de voir au-delà des différences superficielles de richesse et de statut. De la vérité fondamentale que, au final, nous sommes tous faits de la même substance fragile et précieuse. Le bébé, fatigué de la fête, commença à s'irriter. La mère allait le prendre, mais le garçon plus âgé se leva le premier. Il marcha vers le bébé, qui tendit immédiatement les bras. Il le prit dans ses bras avec précaution, ajustant le petit poids contre sa poitrine, et commença à marcher lentement dans le jardin, effectuant ce mouvement de balancement qui calmait les deux. Et tandis qu'il marchait, il commença à fredonner. Très bas, presque inaudible.
La même mélodie que sa mère lui chantait lorsque le monde devenait trop grand. La même chanson qu'il avait chantée à travers la vitre de l'unité de soins intensifs cette nuit critique, lorsque le bébé luttait entre la vie et la mort. Le bébé se calma immédiatement. Il posa sa tête sur l'épaule du garçon et ferma les yeux, confiant, sûr, vivant. Et tous ceux qui observaient cette scène comprirent quelque chose qui n'avait pas besoin de mots pour être expliqué. Ils comprirent que la véritable valeur d'une personne ne réside jamais dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est prête à donner. Que la vraie richesse ne réside pas dans les coffres ou les propriétés, mais dans la capacité d'offrir sa main à un autre être humain et de dire, par les actes plus que par les mots, « Tu comptes, tu mérites d'être ici, tu as de la valeur ». Le garçon avait enseigné cette leçon sans parler. Il avait changé une famille entière, fissuré les fondations de croyances enracinées depuis des générations, simplement en étant lui-même. En ayant, dans son cœur silencieux mais immense, une compassion suffisante pour voir un bébé souffrir et décider qu'il ne pouvait rester immobile. Et cette compassion, cet acte singulier de pure bonté, avait créé des ondes qui s'étendaient bien au-delà de ce moment. Elle avait touché des vies, changé des perspectives, reconstruit des ponts que la société avait brûlés depuis longtemps. Car au final, c'est cela qui nous sauve. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas le statut, ni les titres, ni les propriétés. C'est notre capacité à voir un autre être humain dans sa pleine humanité complexe et à choisir d'agir avec amour. C'est la seule richesse qui importe vraiment. La seule qui demeure lorsque tout le reste s'effondre. La seule qui mérite d'être poursuivie. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Des histoires comme celle-ci nous rappellent ce qui compte vraiment, et ensemble, nous pouvons répandre ce message.